Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. La chance n'est pas meilleure d'ailleurs du côté des Japonais. Permettez-moi de revenir un peu sur leur histoire et sur leur entrée dans la guerre. En 1853, le pays du soleil levant se voit forcé sous la menace américaine, souvenez-vous, d'ouvrir ses frontières aux Occidentaux. Souvenez-vous de l'émission sur le sujet, c'était le Japon d'Edo. Dès lors, la nation nippone se décide à mener une politique expansionniste et impérialiste franche, cherchant à étendre son influence sur l'entièreté du continent asiatique. Pour ça, évidemment, il faut du pétrole. Le problème, c'est que les sous-sols, encore une fois, de l'archipel volcanique sont extrêmement pauvres en ressources et ils obligent les Japonais à aller chercher leur combustible ailleurs. C'est là, dans cette recherche incessante de grandeur et de pouvoir, que se trouve caché le nœud de la future guerre entre le Japon et les États-Unis. En 1930, la Chine, elle, augmente ses tarifs douaniers, liés au charbon de Mandchourie, de 400% pour l'Empire nippon. Les Japonais, qui dépendent bien trop du charbon chinois dans leur industrie et qui espèrent trouver des puits de pétrole en Mandchourie, répondent immédiatement à l'affront. En 1931, la Mandchourie est envahie, un gouvernement factice mené par le gouvernement impérial japonais y est installé, tout le charbon produit est désormais réservé à l'archipel nippon. Malheureusement pour les Japonais, le pétrole lui reste bien caché. Aucun puits n'est décelé sur les territoires chinois. Il ne leur reste qu'une seule solution, la Californie. Entre 1931 et 1939, le pays consomme près de 100 000 barils de pétrole par jour, mais 80% de ces barils proviennent des États-Unis. Le Japon est devenu complètement dépendant des Américains sur le plan énergétique, et pour une nation qui rêve de grandeur impérialiste, c'est quand même une pilule assez difficile à avaler, vous serez d'accord avec moi. Surtout qu'en 1937, une guerre éclate entre le Japon et la Chine, et les besoins en pétrole du Japon explosent. L'Empire importe, c'est vrai, un peu de brut de l'île de Sakhaline, contrôlée à l'époque par l'URSS, mais les quantités sont risibles. Plus loin, à portée de la flotte japonaise, un autre espoir se fait jour. Les Indes néerlandaises. Là-bas, vous avez les îles de Bornéo, Sumatra et Java qui constituent un véritable paradis de la production d'or noir. Mettre la main sur ce territoire assurerait au peuple nippon un stock de carburant à jamais à la hauteur de ses ambitions. Mais les îles appartiennent à la Royal Dutch Shell et aux majors américaines. Le Japon, complètement dépendant, encore une fois, du pétrole de Californie, ne veut pas prendre le risque de perdre son fournisseur principal et donc se refuse d'attaquer cette mine d'or. De son côté, le président des États-Unis marche tout autant sur des œufs. Les bombardements orchestrés par les avions japonais sur les civils chinois émeuvent la presse américaine et l'opinion publique. Mais Roosevelt, lui, ne veut pas tenter le diable. Lancer des représailles économiques sur le Japon pourrait très bien le pousser à avancer ses pions en Occident et en Extrême-Orient dans les Indes néerlandaises. Un embargo donc moral est imposé sur les ventes d'avions sur l'archipel, mais l'exportation de pétrole, elle, n'est pas menacée. Vous imaginez bien le lobbying qu'il peut y avoir derrière. La menace est quand même bien présente. Les stratèges américains commencent d'ailleurs doucement à réaliser qu'il est en fait dans les meilleurs intérêts du Japon de lancer une guerre contre le monde anglo-saxon au plus tôt. La politique impérialiste du pays est de toute façon tellement omnivore en carburant qu'il va lui en manquer assez vite. La seule solution viable est donc pour le Japon d'attaquer les États-Unis pour s'assurer un accès au pétrole. Hélas, les stratèges n'ont pas tort. Au même moment, l'amiral Isoroku Yamamoto à la tête des flottes japonaises prépare l'attaque de Pearl Harbor. Le 24 juin 1941, le Japon envahit l'entièreté de l'Indochine française, poussant les États-Unis à réagir. Aucun tanker japonais ne pourra plus s'alimenter grâce au carburant de Californie. Et puis, le 18 octobre, le Premier ministre nippon est remplacé par le général Hideki Tojo. Sous ses ordres, la base navale de Pearl Harbor est attaquée le 7 décembre 1941. Il a donc fallu, vous avez vu, que quelques mois au Japon pour inverser sa situation. À Hawaï, Pearl Harbor, 2000 morts sont à déplorer, ainsi que la destruction de 200 avions et la moitié des 8 cuirassés américains. Les dégâts sont tels que les États-Unis sont mis hors jeu, si vous voulez, assez longtemps pour permettre, dans ce coin-là en tout cas, pour permettre à l'archipel de s'emparer
des Indes néerlandaises. Parce que oui, c'est bien ça l'objectif. Pearl Harbor n'est pas une déclaration de guerre, mais bien une étape stratégique nécessaire à la prise de puits pétroliers. Le 24 janvier 1942, le Japon s'empare donc de la production de pétrole de Bornéo. Le 14 février 1942, une cinquantaine d'avions transportant 400 parachutistes japonais descendent cette fois sur Sumatra. Les Hollandais de la Royal Dutch Shell parviennent à les repousser, alors ça dure quelques instants, mais leurs efforts sont finalement obsolètes par la véritable marée qui s'abat sur eux. Les puits et les raffineries, que personne n'a eu le temps de saboter évidemment, tombent entre les mains des soldats nippons. Le Japon dispose maintenant de pas moins de 70 000 barils de brut par jour, ce qui inévitablement permet au pays d'enchaîner de nombreuses victoires dans la guerre qui vient de rejoindre. Mais j'ai évoqué tout à l'heure que la puissance énergétique anglo-saxonne est en fait impossible à rattraper, même malgré toutes les tentatives désespérées de ses ennemis. Avant même que l'attaque de Pearl Harbor ne soit orchestrée, Roosevelt s'était rapproché en fait des Majors pour créer la Petroleum Administration for War, qui sera effective le 2 décembre 1942, un an plus tard. C'est assez drôle. En d'autres termes, il reforge la coopération fertile de l'État avec l'industrie de l'or noir américaine. Le scandale auquel ont fait face les Majors au moment de leur alliance avec IG Farben les a de toute façon obligés à se remettre sur le droit chemin. L'objectif est simple. L'armée américaine a besoin de carburant pour les tanks, d'asphalte pour les aérodromes, de toluen pour le TNT, d'armes incendiaires, d'écrans de fumée, de caoutchouc synthétique, de coke de pétrole pour la fabrication de l'aluminium, de cire pour emballer les munitions, de graisse et de lubrifiant pour les machines, etc., etc. Bref, la demande est colossale. L'État va alors garantir des volumes et des prix d'achat extrêmement avantageux pour les compagnies pétrolières pour assurer l'accélération radicale des extractions de brut. Et en seulement 3 ans, les résultats sont là. Le gouvernement fait construire 32 nouvelles raffineries. L'industrie pétrolière prend, elle, en charge la construction de 200 unités de fabrication d'essence à indice d'octane de 100. Le reste de l'industrie américaine est-elle encouragée à revenir au charbon ? Le carburant doit servir prioritairement les intérêts des armées alliées. Bientôt, les chantiers navals fabriquent tellement de tankers qu'il est tout bonnement impossible pour les sous-marins ennemis de tous les couler. Le problème pour les Japonais, c'est que la puissance énergétique américaine provient, elle, de son propre territoire. A l'inverse, le Japon doit transporter son brut à travers le Pacifique à bord de pétroliers qui deviennent, vous l'avez compris, automatiquement la cible principale de l'US Navy après l'attaque de Pearl Harbor. 10 jours sont nécessaires à un bateau pour parcourir la distance séparant Sumatra de l'archipel nippon. Durant ce laps de temps conséquent, les occasions d'attaque sont nombreuses. En 1942, ce ne sont en fait que 2 tankers japonais qui sont coulés par la marine américaine, mais ce chiffre va monter en flèche durant les années qui vont suivre. 23 tankers en 1943, 131 en 1944. Si je résume la situation, les ressources pétrolières américaines grimpent en flèche. A l'inverse, les quantités de brut parvenant jusqu'au territoire nippon chutent drastiquement. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.